Qu'est-ce qui fera le succès du sommet d'aujourd'hui? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Rien n'est encore décidé. Je veux certaines choses. Je veux voir un cessez-le-feu. Cela n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe ne me dit pas ce que je dois faire, mais elle va évidemment être impliquée dans le processus, tout comme Zelensky. Mais je veux voir un cessez-le-feu rapidement. Je ne sais pas ce que cela donnera aujourd'hui, mais je ne serai pas satisfait si ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde dit que ce ne sera pas possible aujourd'hui, mais je dis simplement que je veux que les tueries cessent. Je m'engage dans cette affaire pour mettre fin aux tueries. Vous savez, nous ne mettons pas d'argent, nous gagnons de l'argent. Ils achètent nos armes, nous les envoyons à l'OTAN, et l'OTAN nous envoie de gros et beaux chèques. Mais je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'était un facteur important quand Biden a dépensé 350 milliards de dollars et n'a rien obtenu. Mais ce qui m'importe, c'est qu'ils ont perdu 7011 personnes la semaine dernière, presque tous des soldats. 36 personnes dans la ville qui a été touchée par un missile. Mais 7000, plus de 7000 soldats, c'est fou. Vos réactions sur ce plateau, hein. Sauver des vies, dit-il. Go. Qu'est-ce qu'on attend depuis 9 mois qu'il est président? On n'a rien fait pour réussir à sauver des vies plus rapidement. Effectivement, il y a une solution, c'était de mettre la pression sur la Russie. Économiquement, la Russie, très clairement, elle est vraiment, vraiment affaiblie. Il y a de plus en plus de signes qui le montrent. Militairement, on voit très bien que l'Ukraine n'est pas suffisamment soutenue pour pouvoir réellement mettre une fin à cette progression russe. C'est quand même dramatique. Il continue de progresser de quasiment 1/10 de département chaque mois. Donc sur le long terme, évidemment, il y a un grignotage qui se fait. Mais la finalité d'obtenir un cessez-le-feu, ça fait 50 fois qu'il le répète et qu'il met des ultimatums qu'il n'applique jamais. Est-ce que celui-là sera la bonne? Cette fois-ci, il a besoin d'avoir un résultat. On comprend bien qu'il a besoin d'un résultat lié à moins de morts. Si demain, il y a un bombardement massif des Russes, ce sera un gros problème pour lui. Cette fois-ci, il n'y coupera pas. Oui, ça sera un échec pour Donald Trump si effectivement il y a des frappes contre les populations civiles, alors qu'il demande depuis le début, parce que effectivement il n'aime pas la guerre et il n'aime pas des victimes civiles. Il trouve que c'est une absurdité, que la guerre est une absurdité. Alors effectivement, il désigne pas l'agresseur et l'agressé, mais il considère que la guerre en elle-même n'a aucun sens. Est-ce que ça c'est un espoir? Est-ce que ça c'est Arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que évidemment en Europe de l'Ouest, Trump est souvent mal vu, pas toujours, mais il est souvent mal vu. Mais là, objectivement, s'il obtient un cessez-le-feu, est-ce que ce sera une salle d'applaudissements en Europe? Oui. C'est une demande ukrainienne et une demande des Européens. Donc forcément, ce sera considéré comme un succès. C'est le minimum en réalité. C'est le minimum pour que ce sommet soit considéré comme un succès. C'est déjà beaucoup. Ah mais c'est déjà beaucoup, bien sûr. Non, bien sûr. Après, c'est qu'une étape. Les exigences russes sont tellement éloignées en réalité même de la réalité du terrain et très éloignées de la vision ukrainienne que se passera beaucoup de temps avant qu'il y ait un véritable accord, disons, de paix. Mais le gel des combats sur la ligne de front actuelle, ce serait effectivement déjà considérable. On vit quand même un moment fascinant. Souvenez-vous, à l'époque où on espérait qu'on pourrait récupérer jusqu'à la Crimée comprise, là, on a l'impression que si seulement Poutine voulait bien dire cesser le feu, ce serait un ouf général de soulagement. En réalité, on voit à quel point nous sommes, nous, entre guillemets, demandeurs. En réalité, tout le monde demande à Poutine cela. Y compris d'ailleurs Zelensky, en tout cas son bras droit Podolyak, qui a accordé une interview à la presse occidentale aujourd'hui. Et qui hier sur l'antenne de hier, il a dit, en principe, l'Ukraine pourrait accepter le gel de la ligne de front. Donc ça, c'est quand même une nouvelle donne, évidemment. Mais tout dépend de ce qu'on entend par le cessez-le-feu. Donc, parce que si ce sont des rustines qu'on met sur les pneus crevés, évidemment, ce sera la préparation d'une guerre, d'une nouvelle guerre. Ce sera une bombe à retardement. Mais s'il s'agit justement de geler le front, c'est-à-dire arrêter le massacre, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant que nous parlons, la Russie continue à bombarder la population civile. Il faut arrêter évidemment ça. Les Ukrainiens avaient demandé un cessez-le-feu de 30 jours. Et donc, si on va dans ce sens-là, évidemment, ce ne sera pas le résultat final, mais ce sera le premier pas sur ce chemin qui sera très difficile. Regardez cette image extraordinaire, quand ils descendent l'un et l'autre de la passerelle. Et c'est symbolique que chacun fasse un bout de chemin. Mais visiblement, on espère que Poutine accepte le cessez-le-feu. C'est un moment quand même assez incroyable. C'est le moment incroyable. Néanmoins,
pour moi, c'est inquiétant parce qu'on laisse quand même l'avenir à la fois de l'Ukraine et en quelque sorte de l'Europe entre les mains de quelqu'un qui, très clairement, si on écoute encore dans l'avion sur ces chiffres un peu fictifs sur combien ils ont dépensé les Américains, à quel point les Européens sont prêts à payer en somme les Américains, et même avec un cessez-le-feu, c'est quoi la prochaine étape ? Et c'est pas un cessez-le-feu, je le rappelle quand même, c'est pas la paix. Et c'est pas quelque chose sur le long terme, et ça reste un véritable problème. Mais dans le fond, c'est uniquement ce que demande Trump. Il veut qu'on arrête des combats. Il faut qu'on arrête de s'entretuer. Donc, à la limite, il peut dire, OK, ça y est, moi, j'ai fait le job, j'ai obtenu. Après, vous vous débrouillez. Après, c'est aux Européens, après, de négocier, c'est votre affaire. Et moi, j'ai obtenu une forme de paix. J'ai obtenu l'arrêt des massacres. Lui, il veut la photo de lui. Oui, ça c'est le max. Et Poutine. Mais déjà, je pense qu'il serait très content de pouvoir proclamer qu'il a arrêté les combats. Voilà. Et après, c'est qu'est-ce qu'il va concéder à la Russie en échange de ça. Ça aussi, c'est la question subsidiaire. Au passage, sur le style, quand même, il faut quand même rappeler qu'on écoutait Trump tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est de la parole automatique, que ça vient directement du cerveau à la bouche. C'est ça, en vrac. C'est quand même distrait, parce que c'est le même discours qu'il a eu hier. Avec des chiffres imaginaires, mais encore une fois, on aurait imaginé Biden en train de dire la même chose. On dirait, ça y est, déjà, quand il a dit qu'il se donnait rendez-vous en Russie et pas à Alaska, il a dit 2 fois. Si c'était Biden, tout le monde l'aurait traité d'une sénile. D'ailleurs, c'est peut-être un des motifs, parce qu'on n'a pas suffisamment analysé, du changement de format, passant du tête-à-tête avec donc l'entretien avec les conseillers. Parce que ça a été assez soudain. Ça s'est fait quand ? Il y a 4 ou 5 heures, ce changement de format. Signifiant peut-être que la délégation américaine n'avait pas confiance en son président pour parler directement. Ou que lui-même n'avait pas forcément confiance. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, regardez bien cette image de portée historique, et nous continuons à suivre ensemble les événements. La réunion est en train de se dérouler dans quelques instants. On entendra les 2 présidents qui s'expriment. Regardez, cette symétrie très impressionnante, organisée à la minute près. Ça a été pensé, certainement décidé, en particulier par le président américain. De quelle façon les 2 présidents s'approchent l'un de l'autre sur le tapis rouge, mais il n'y a pas d'attente proprement dit au bas de la passerelle de la part de Trump pour quand même marquer une sorte d'égalité, mais enfin d'égalité de traitement très respectueuse à l'égard de Poutine. Il y a un cadeau politique énorme qui est fait à Poutine. Sylvie Bermann, dans quel but? C'est ce qu'on va voir maintenant, en détaillant les discussions qui sont en train de prendre forme, et notamment les discussions économiques. Chacun veut obtenir quelque chose de l'autre, et les États-Unis ont beaucoup de demandes économiques. D'ailleurs, dans la délégation américaine, quand on regarde, il y a Scott Bessent, secrétaire au Trésor, économie. Howard Lutnick, c'est l'homme que les Européens ont tellement courtisé pour avoir de meilleurs droits de douane, ça n'a pas très bien marché. Secrétaire à la commerce. Le secrétaire au commerce, voilà. Pourquoi cette immense dimension commerciale? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner? Alors, il faut aussi dire du côté russe, il y a aussi Kirill Dmitriev, qui est aussi donc à la tête du fonds souverain, même Vitkov est un homme d'affaires. Et Silwanov, ministre de l'économie. Des 2 côtés, que ce soit dans les médias américains ou en tout cas la propagande que sortent les Russes, et dans la composition de la délégation, on sent que le commerce est au centre. On pourrait, si on ne savait pas qu'il y avait une guerre en Ukraine, penser que c'était presque que pour ça même. Est-ce que la ruée vers l'or a commencé? On assistait à cette scène incroyable tout à l'heure en plateau. Votre ancien collègue du Quai d'Orsay, Jean de Vignastier, était là, et tout à coup, il a dit « Ah, mais nous, les Européens, on aimerait bien aussi commencer à refaire des affaires en Russie. » On le sentait jaloux à l'égard de ces Américains qui vont refaire des affaires. Alexandre Melnik. Non, c'est pas du tout le moment, c'est presque indigne, c'est indécent d'ailleurs de parler, parce que complètement, on oublie qu'il s'agit d'un pays agresseur qui a violé, bafoué la loi internationale. De quel commerce parlons-nous? Mais est-ce que vous croyez que Renault, que Total, en regardant ces images, vont penser comme vous, ou bien ils vont se dire, tiens, nous aussi, on aimerait bien repartir aux affaires? Moi, je pense qu'ils veulent être opportunistes, tout simplement. C'est ça aussi, le business, le capitalisme. Et les Américains, on peut, en tant qu'Européens, être offensés
parler du droit international, les Américains, c'est pas leur priorité. Alors, la paix, oui, mais on oublie à chaque fois qu'ils n'ont pas signé la CPI, que c'est pas le même discours aux États-Unis. Et c'est pas un débat moral théorique. Regardez, il est en train de se produire, pendant que nous parlons, ce sont des images de manifestations, c'est le direct, ce sont les images de manifestations en ce moment même à Anchorage, c'est-à-dire que pendant que les deux présidents se parlent, des Ukrainiens ou des soutiens de l'Ukraine disent ce que vous venez de dire, Alexandre Manny, c'est-à-dire c'est indécent, c'est un criminel de guerre, voilà, et il n'est pas bon qu'il se parle. Bien sûr, mais d'ailleurs, tous les criminels de guerre finissent mal. Dois-je rappeler quand même l'histoire de Louis Renault, qui était allé à Berlin pour serrer la main à Hitler. Et vous savez comment il a terminé? En prison. Donc c'était une sorte de vengeance de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Donc moi, j'ai pas de pitié pour les collabos. Sylvie Berman. Oui, mais là, je vois pas très bien ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, si les Européens, effectivement, avaient quelque chose à proposer pour la paix, très bien, c'est fondé sur le droit international. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent proposer? Rien pour le moment. Donc le seul qui propose quelque chose, c'est Donald Trump. Ensuite, avec qui vous discutez? Pas avec l'Aga Khan ou le Dalai Lama, pour vous discuter avec votre ennemi, pour résoudre une guerre. Donc en fait, c'est pas, y a pas de notion de morale dans ce type de rencontre. C'est inévitable. Et d'ailleurs, pourquoi Volodymyr Zelensky dit qu'il est prêt à rencontrer Poutine alors qu'il avait fait inscrire dans la Constitution que jamais il ne le rencontrait? Pour la même raison. En réalité, il n'y a pas d'alternative. Est-ce qu'on fait semblant de ne pas voir qu'on est déjà passé à autre chose? Le président Zelensky lui-même, son conseiller, M. Podolyak, sur cette antenne avant-hier, disait... il a eu un long soupir avant de répondre. Il a dit oui, théoriquement, on ne devrait pas par le droit international, mais il a dit le monde réel fait qu'on doit parler à Poutine. Ça fait des mois que c'est la partie ukrainienne que Zelensky a admise. C'est déjà l'impossibilité matérielle de libérer les territoires qui sont sous contrôle russe, et donc l'idée de au moins limiter, d'arrêter les combats sur cette ligne actuelle, de les geler, de jamais évidemment reconnaître en droit cette occupation. Et il a dit, je me souviens très bien de ces mots, en disant voilà, plus tard. On les récupérera plus tard. Donc c'est remettre à signer. C'est long, plus tard. Hein. Oui, plus tard, c'est flou. Quoi, c'est plus tout à fait Churchill, disons quand même. Alors on n'est plus tout à fait dans Churchill. Soyons francs. Au début de la guerre, on invoquait Churchill. Churchill qui dirait on fait un cessez-le-feu. Churchill qui irait serrer la main d'Hitler. C'est pas tout à fait ça. Si une partie du Royaume-Uni était occupée par justement, elle n'a pas été. Ils ont résisté. Oui, voilà. C'est pour ça que effectivement, ils n'ont pas été obligés de négocier. Qu'ils ont pu exiger d'ailleurs une capitulation sans condition avec. L'aide des Américains et des Soviétiques. On n'est pas du tout dans... Vous comprenez que ça choque beaucoup de gens. C'est la réalité des faits, quoi. Bien sûr que ça choque, bien sûr que c'est pas satisfaisant, évidemment. Mais le factuel, c'est une chose. Je pense qu'on est d'accord, Michel. Oui. Mais il y a quand même un retournement des valeurs. Sur la forme, normalement un président américain il va négocier avec son homologue russe en disant je suis là pour défendre les intérêts des États-Unis, les intérêts de mes alliés occidentaux, les intérêts de l'Ukraine. Ce n'est absolument pas ça. Et en aucun cas, en plus, là, on parlait d'introduire... On parlait de Volodymyr Zelensky, de l'Ukraine. Oui, de la position américaine. C'est quand même incroyable. Le président américain il doit arriver avec des certitudes de défense de ses valeurs et de ses intérêts. Des valeurs des États-Unis et du monde occidental. En tout cas, c'est un débat, encore une fois, qui existe. Regardez, les grains de sable, vous disiez qu'il y a des grains de sable. Troisième grain de sable, c'est-à-dire il y a une journaliste et un homme aussi, ils sont deux visiblement, qui a reposé la question à Poutine et les victimes civiles. Écoutez. Oui, c'est la même. Président Poutine, pourquoi le président Trump devrait-il vous faire confiance? Vous engagez-vous à ne plus tuer des civils? Alors, on ne comprend pas très bien ce que répond Poutine, mais visiblement, il essaie de contre-attaquer. Donc là, il y a une certaine liberté, disons, de ton. On verra si dans la conférence de presse, dans quelques instants, ce sera un moment très intéressant, puisqu'ils seront interpellés de la même façon. Je pense que ça a dû grincer, d'ailleurs, peut-être au début du huis clos. Ouais. Je ne suis pas persuadé que Poutine ait vraiment apprécié ce manque de maîtrise de la présentation de la salle à la presse à ce moment-là. C'est pas tout à fait Zaroubine, son journaliste attitré, qui lui pose des questions convenues. Mais même pour Trump qui n'aime pas du tout la presse, qui aime contrôler qui entre et qui est capable de mettre CNN, l'AP et des journalistes très sérieux à la porte, qu'il y a un tel
chaos avec ce genre de journaliste, on voit son visage très fermé, probablement pour une raison. Ça ne devrait pas se passer comme ça parce que Trump n'aime pas ça non plus. Mais c'est tout à fait à l'honneur de ces journalistes qui osent poser les vraies questions à l'agresseur et poser les vraies questions de façon, si vous voulez, courte. Je me souviens quand Mitterrand était à Moscou, donc personne ne s'attendait à ce qu'il prononce le nom de Sakharov, le dissident de Sakharov. Il a osé. Et peut-être c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Parce qu'il y a évidemment l'écume, l'instantanéité, le protocole de ces sommets. Mais après, il y a quelque chose qui reste. Et peut-être de ce sommet, il restera justement la voix qui, comme vous dites, Darius, s'est manifestée déjà 2-3 fois. Donc c'est parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il s'agit quand même d'une guerre existentielle. La question des valeurs est là. Et si aujourd'hui on accepte la défaite des valeurs occidentales, c'est-à-dire on transforme le monde de demain en jungle, où les dévoreurs de vérité et de justice vont pourchasser et dévorer leur poids. Et est-ce que nous voulons vraiment ce monde dans lequel la force dominera la loi? Je ne suis pas Question très claire, puisque vous critiquez Trump, mais si demain, Trump appelle Zelensky et lui dit demain, là, à l'issue de ce sommet, viens, toi aussi tu vas venir, tu vas serrer la main de Poutine, tu vas traiter à Poutine. Devrait-il aller? Je vous pose tous la question. Ça dépend ce qu'il offre, Trump, en même temps. Oui, bien sûr, mais avant de négocier, on ne sait pas. Non, mais... il devrait aller ou pas aller? Oui. Ah non, oui. Ah non, quoi à 100%. Oui, si c'est pour Zelensky obtenir doit y aller aussi. Mais bien sûr. Ah non, pas en college. Sur un terrain neutre, c'est bon, il a déjà donné Zelensky le 28 février. On ne sait jamais ce à quoi il peut s'exposer à nouveau. Non, moi je pense qu'il doit y aller, absolument. Je sais pas ce que c'est. Encore il doit y aller. Il faut quand même que Zelensky aille serrer la main. Mais avec la participation jamais en Europe, de Trump. Oui, d'ailleurs, il a dit qu'il était prêt à le faire. Il est allé en Turquie. Donc, en fait, ça y est, on va quand même serrer la main. Non, mais déjà, c'est juste Poutine qui veut pas. Juste pour embêter Poutine. C'est surtout Poutine qui veut surtout pas voir Zelensky face à lui. Donc, il faut absolument que Zelensky y aille pour embêter Poutine. C'est un cadeau à l'agresseur, vous savez très bien. Un pays qui occupe 20% de votre pays, vous allez lui serrer la main. N'empêche que Poutine... Mais Zelensky avait déjà proposé à Trump, à Poutine de le rencontrer. Qu'est-ce qui est possible? Vous êtes avec nous, Hélène Bonnet, et les événements continuent de se dérouler avec vous, on les suit, ils sont en cours. Hélène Bonnet, est-ce que sur le cessez-le-feu, il y a une attente particulière maintenant? Oui, alors il y a une attente. Donald Trump en a fait son objectif. Alors même s'il s'est montré prudent ces derniers jours, il a dit que ce serait compliqué d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, mais il en a aussi reparlé un petit peu plus tôt à bord d'Air Force One. Il a dit que l'Europe ne me dit pas quoi faire, mais elle sera impliquée dans le processus. Je ne serai pas content si il n'y a pas un cessez-le-feu aujourd'hui. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump. Donc on voit que ça reste un objectif, l'arrêt des combats, mais il y a la question de la motivation. Pourquoi fait-il ça? Et est-ce qu'il est prêt à faire pour l'obtenir? Est-ce qu'il est prêt à mettre des sanctions supplémentaires? C'est ce qu'espèrent les Ukrainiens, les Européens. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, les chancelleries en France et partout en Europe regardent de très près ce qui est en train de se passer. Ou est-ce qu'au contraire, il est prêt à lâcher beaucoup? Et c'est la crainte qu'il y a notamment ici dans la presse américaine, que puisque Donald Trump a parlé d'échange de territoire, le risque c'est qu'il soit prêt à céder beaucoup et qu'il obtienne cet arrêt des combats, mais en mettant en difficulté l'Ukraine et l'Europe. Merci beaucoup Hélène Bonnet, merci à Morgan Pope qui est avec vous. D'autres informations me parviennent à l'instant, c'est NBC qui le révèle. L'entretien a duré, il y a eu un premier entretien de 10 minutes. Regardez bien l'image, qu'on comprenne l'enchaînement. Donc là, ils se voient, tapis rouge, et on va le voir, ils entrent dans la limousine, cette limousine qu'on appelle la bête. Et là, pendant 10 minutes, ensuite, ils ont pu se parler seul à seul. Comment est-ce que ça se passe? Entrons vraiment maintenant dans la technique de leur relation personnelle, de la technique de ce genre de discussion. Vous avez assisté à ça, vous avez organisé ça, Sylvie Berman. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils se parlent. Trump lui demande ce qu'il veut. Poutine rappelle ses positions. Comme je disais tout à l'heure, il est rare aujourd'hui qu'un chef d'État aille jusqu'au pied de l'avion pour en accueillir un autre. Donc, ils ne sont pas souvent dans le même véhicule. Mais voilà, c'est un premier échange. Oui, cette première discussion dans la voiture, en soi, c'est quelque chose. C'est une façon de créer aussi un lien proche. Ils sont dans un habitacle fermé.
apparemment, il y avait 2 officiers de sécurité devant. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu un interprète. C'est-à-dire des gens qui Il n'y a pas d'interprète. sans interprète. C'est très important d'ailleurs parce que ça peut créer cette espèce d'alchimie humaine, les yeux dans les yeux. C'est-à-dire, ils se parlent évidemment. Bon, Poutine parle un tout petit peu anglais, mais pas assez justement pour approfondir beaucoup de sujets. Mais ce regard, regarder dans les yeux pour essayer de trouver une âme, comme disait Bush, vous savez, pendant la première rencontre avec Poutine. Donc évidemment, ça peut être futile, mais ça peut être aussi très important parce que ça crée la base de toutes ces discussions de fond qui vont suivre après. Donc je crois que dans le format de cette rencontre, ce qui était prévu au départ, c'était quand même tête-à-tête entre Poutine et Trump, avec les interprètes seulement, sans les preneurs de notes, ce qui pour moi, ancien diplomate, était très étonnant, parce qu'il y avait toujours des preneurs de notes qui entouraient les dirigeants. Et après, évidemment, pour des raisons sans doute que Trump était complètement imprévisible, il fallait l'encadrer, etc. Et les Russes, quand même, préparaient bien leur dossier, il faut le dire. Donc, il y a déjà des conseillers qui entourent les deux. Mais rien ne remplace ce contact direct, presque subliminal, physique. Donc, ce regard, ça, c'est très important. Je me souviens aussi des sommets auxquels je participais de Gorbatchev à Paris. Donc cet échange de regards entre Mitterrand et Paris était très important.